Bonsoir. Une semaine après la célébration du 3e anniversaire de la 2e alternance démocratique, le point revient ce soir sur les axes majeurs qui ont jalonné ces 3 années de magistère du chef de l'État Macky Sall, marqué par le lancement en 2014 du plan Sénégal émergent. Pour en parler ce soir, nous recevons Dr Serigne Gueye Diop. Il est conseiller technique du chef de l'État, natif de la commune de Sandiara, c'est dans le département de Mbour. Si nous tenons à l'inviter, c'est que justement, l'homme fait partie de ces rares Sénégalais qui se sont fait l'écho de l'appel du chef de l'État. Il y a 24 heures, justement, il lancé le plan Sandiara émergent. Loin des dithyrambes et des effets médiatiques, le mécène s'investit depuis plusieurs années déjà, sans tambour ni trompette pour le développement de son terroir. Le plan qu'il vient de mettre sur pied, table sur 10 ans, 2015-2025. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir, Ngari. Merci d'accepter cette invitation-là. Vous êtes conseiller de son Excellence, le chef de l'État. On vient de célébrer il y a une semaine donc les 3 années de magistère de Macky Sall. Vous, en tant que conseiller technique, quel regard jetez-vous un peu sur ces 3 années de magistère? Oui, je pense que le bilan du chef de l'État est très positif. Il est positif parce qu'il s'agissait de refaire une fondation sur les axes du plan Sénégal émergent, fondation donc sur la restructuration de l'économie déjà, parce que le Sénégal a connu au cours des 60 dernières années pratiquement une stagnation, des taux de croissance très faibles. Il a connu des taux de pauvreté assez élevés, il faut bien le dire, surtout dans les zones rurales comme Sandiara, notre département, Ndiaganyao, toutes nos zones. Et il fallait donc pratiquement mettre en place une politique qui s'est d'abord appelée Yoonu Yokkute et qui a été finalement repensée en février 2014, qui est devenu donc le plan Sénégal émergent. Et si nous regardons les 3 axes du plan Sénégal émergent, c'est d'abord la restructuration de l'économie nationale, c'est très important. C'est aussi la bonne gouvernance, c'est très important. Et c'est aussi donc la réduction des inégalités sociales. Sur tous ces 3 fronts, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des progrès réels. C'est une longue marche. On a bien dit que c'était 2014-2035, je pense que c'était très réaliste. Et qui est quand même tout de même long. Hein. C'est long, mais je pense que si nous regardons le développement des nations, en 1945, quand l'Europe a été bombardée, quand il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les 30 glorieuses, n'est-ce pas? On a investi énormément avec des plans Marshall, ça qui a permis à l'Europe de s'en sortir. Le Japon, c'est la même chose. Quand en 1945, quand on a bombardé Hiroshima et Nagasaki, les Japonais sont relevés, ont mis beaucoup d'argent dans l'économie. Ils ont envoyé des milliers de Japonais en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui a permis progressivement de revenir et de développer l'économie, développer la science, la technologie. Et je pense que le président Macky Sall a voulu faire, c'est se dire, faisons déjà une politique à long terme, donc c'est le plan, la vision, et maintenant mettons en place les moyens de réaliser cette vision-là. Et c'est ça, en général, en leadership. Ce plan, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle les master business stratégies des grandes sociétés. C'est très important d'avoir cette vision, la manière de mettre en œuvre cette vision-là et tout l'environnement qui nous permet de contrôler si l'économie va, si le social suit, etc. Et je pense que c'est ça qui fait que ce plan, il est extraordinaire quand on la présente aux bailleurs de fonds, aux industriels, aux entreprises. Tout le monde a vu que c'est quelque chose de totalement novateur. Pourquoi il est novateur? Parce que d'abord, il est basé autour de la restructuration de l'économie. Ça veut dire tout simplement notre économie primaire, l'agriculture. Il faut le repenser autrement. Elle a été jusqu'ici très dépendante de la pluviométrie. Il fallait refaire maintenant une agriculture qui s'oriente vers non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais pratiquement l'exportation. Une agriculture qui est très liée à l'agro-business et aussi à l'agro-industrie. Il fallait aussi revoir, si vous voulez, le secteur secondaire, tout ce qui est industrie. Créer des zones industrielles, créer des sites industriels en vue de favoriser l'investissement étranger. Vous savez, le Sénégal, l'Afrique d'une manière générale, capte moins de 3% des IDE, des investissements directs étrangers. Et dans ce plan-là, nous avons voulu offrir des conditions avec la création de l'APIX, d'autres organisations, favoriser l'investissement étranger pour augmenter, bien sûr, l'investissement dans notre pays. Mais ça, c'est dans le terme de référence, mais est-ce que dans la réalité, c'est à quoi on assiste aujourd'hui? Est-ce que ces capitaux étrangers-là, ils sont captés? Est-ce que ça vient en une année d'exercice déjà de mise en œuvre du plan Sénégal émergent? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'aujourd'hui, au rythme où vont ces investissements-là, on peut dire que le Sénégal va atteindre ses objectifs d'émergence? Je pense qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 1 an pratiquement après le lancement. Et je crois savoir qu'il y a plus de 1000 milliards qui ont déjà été mobilisés au niveau de ce pays-là.
il y a plus de 100, 300 entreprises qui ont été aujourd'hui, qui s'implantent au Sénégal. Aujourd'hui, avec l'organisation de l'APIX, il faut pratiquement 24 heures à 72 heures pour créer une entreprise. Donc c'est ça en fait les conditions de l'État. Est-ce qu'on a vu des entreprises de cette envergure quand même qui peuvent augurer demain d'un développement d'un pays? Vous avez tantôt parlé de l'agriculture. Est-ce qu'il y a cette industrialisation quand même? Parce qu'il dit développement basé sur l'agriculture, pas d'industrialisation. Est-ce qu'on a aujourd'hui des usines capables de produire une certaine quantité de riz, par exemple, à exporter? Voilà. Alors, il faut prendre juste deux exemples. On va prendre justement le riz et les fruits et légumes. Dans le domaine du riz, vous connaissez ce programme du chef de l'État, le PRACAS, qui consiste à augmenter les quantités justement emblavées, les surfaces emblavées, et qui consiste également à mettre en place des unités industrielles dans la vallée, qui consiste également à moderniser tout ce qui est équipement post-récolte, la récolte... oui, les usines de conditionnement. Voilà, exactement. Mais ça existe dans la vallée, ces usines de conditionnement. Ça a largement commencé dans la vallée. On a beaucoup d'industriels. Moi, personnellement, j'ai visité des usines vers Richard Toll, vers Dagana, vers Podor. Et il y a beaucoup d'usines qui s'installent aujourd'hui. Le problème, c'était surtout le consommé sénégalais. Le riz de la vallée a toujours fait l'objet, si vous voulez, de la part des Sénégalais de préjugés très défavorables. Les gens pensent que le riz étranger importé de Thaïlande était meilleur. Mais c'est parce que tout simplement, on n'a pas pensé au marketing de ce riz. On n'a pas pensé à le faire... Mais il y a aussi la question, la qualité, ce riz-là n'a pas été bien... Enfin, n'a pas été... Est-ce que les conditions de conditionnement, si je peux m'exprimer, si je peux permettre le terme, sont réunies? Parce que ce riz, pourquoi ce riz qui vient d'ailleurs est plus facilement à être cuisiné que le riz qu'on... Non, je pense qu'il y a une perception, comme j'ai dit. La perception, ce n'est pas la réalité. Le riz de la vallée n'a pas été vraiment vendu aux Sénégalais, n'a pas été testé auprès des Sénégalais, n'a pas fait l'objet d'une marque, de marketing. Vous savez, si vous avez un produit ne se vend jamais tout seul. Un produit a besoin d'une stratégie marketing, de voir qu'est-ce que le consommateur en pense, de le vendre au consommateur, de le communiquer auprès du consommateur. Et je pense que c'est ça qui a manqué. On a pensé qu'il suffisait de produire assez de riz avec des normes internationales, du riz brisé, du riz entier, ainsi de suite. Et maintenant, voilà, ça va se vendre tout seul. Non. Et je pense qu'avec justement les décisions que le chef de l'État a prises d'inviter les partenaires comme l'UNOQUA, toutes ces sociétés étrangères, alors c'est ces décisions qui nous ont permis justement d'impliquer la filière dans la distribution. Ok. Monsieur Diop, en lançant le plan Sénégal émergent, le chef de l'État disait compter d'abord sur les fils du pays. Hein. On vous connaît déjà à l'œuvre avant même le lancement du plan Sénégal émergent. Hier, vous lanciez le plan Sandiara émergent, qui est axé sur 12 points fondamentaux, j'espère, non? C'est ça? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et qui recoupe quoi et quoi? Alors, les 12 points, c'est essentiellement des points fondamentaux tels que l'éducation, les lycées, la formation professionnelle d'abord. On a lancé les travaux du lycée des métiers, qui est unique dans ce pays, qui va faire la formation duale. Un lycée qui est en fait composé de 4 lycées sur 30 hectares, un lycée agricole, justement pour renforcer la composante agriculture du PSE, un lycée industriel pour renforcer aussi l'industrialisation, le secteur secondaire, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, un lycée hôtelier, où vous savez que Sali, Joal, Fadiou, toute cette zone, c'est des zones touristiques, mais on n'a pas vraiment un réel... Et vous, là, on est en plein département de Mbour, hein, vous êtes particulièrement dans une zone Sandiara qui a quand même été laissée en rade depuis plusieurs générations. Exactement, déjà. Voilà. Hein, on va regarder un peu ce reportage de notre consoeur Fatou Diouf, hein, qui a fait le déplacement de Sandiara et qui revient un peu sur ces axes majeurs du plan Sandiara émergent. Le plan Sandiara émergent, plus qu'un slogan, c'est une série de grandes réalisations. Un illustre cette future zone industrielle de 50 hectares. 30 usines y seront implantées et 10 000 emplois créés. Déjà, l'usine Finish Profile est opérationnelle. L'entreprise hollandaise, spécialisée dans la construction de hangars et de maisons préfabriquées, va générer 400 emplois. Permettez-moi de féliciter le maire de Sandiara, M. Diop, Dr Diop,
pour sa déclinaison locale du plan Sénégal émergent. D'ailleurs, j'ai déjà dit à Finish Profile que je suis déjà intéressé par un hangar de ce genre pour la région de Sédhiou, parce que comme vous le savez, nous sommes venus de Sédhiou où pratiquement il n'y a rien, et j'avais déjà pris l'engagement lors du conseil interministériel de Sédhiou que nous allons faire quelque chose. Autre projet phare à Sandiara, la construction de 4 lycées professionnels et techniques. 1500 jeunes seront formés selon les besoins de l'économie sénégalaise. C'est une volonté du président de la République qui a voulu et qui a décidé très tôt que dans chaque pôle de développement économique, qu'il y ait maintenant des lycées en phase avec les réalités. Et effectivement, où on formerait des jeunes dans des métiers, des formations courte durée ou non. Et c'est ce qui fait que nous avons ce lycée pilote qui est totalement financé à partir donc de l'État dans le BCI avec 4,7 milliards en termes de construction et 3 milliards au niveau de l'équipement, tout pour la zone donc de Sandiara et de Mbour. Sur ce site, 200 logements seront construits pour les premières habitations à loyer moderne. 24 villages de la commune seront également électrifiés. Un forage d'une capacité de 800 mètres cubes est en cours de réalisation. La vision du maire, lutter contre les inégalités sociales. Nous avons été à Loulingogom et c'est le lieu de favoriser, de féliciter l'Azer et de féliciter le village de Loulingogom, mais aussi de Louli Benteñe, de Gara Diakher, de Louli Bafay. Tous ces villages ont déjà été électrifiés et les 24 autres villages de Godagen, de Faylar, de Soussan, tous les villages du Djegem vont être électrifiés. La zone de la construction de la nouvelle ville de Sandiara, 200 logements, une gendarmerie, un centre commercial et artisanal pour un investissement de 3,5 milliards. Et je voulais remercier aujourd'hui nos amis de la BHS, la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui ont décidé de nous accompagner en finançant ce travail qui permettra à 80% de la population locale d'avoir droit à un logement décent et à des prix très compétitifs. Je me réjouis de cette belle initiative du maire, qui est en parfaite cohérence avec les orientations de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. En effet, avec le lancement du plan Sandiara émergent, axé sur des domaines prioritaires dans cette perspective, le ministère de la Gouvernance locale a prévu de réaliser ici, dans les meilleurs délais, des infrastructures et équipements socio-économiques et autres projets structurants. Il s'agit, entre autres, Monsieur le maire, vous l'avez cité, du stade municipal de Sandiara, des pistes communautaires Louli Benteñe, Mbourokh, sur une distance de 6,5 km. Dans cet ambitieux programme, l'île de Sandiara est accompagnée par des investisseurs sénégalais, français, américains, avec un partenariat fécond avec la Suisse. La Suisse est associée à cette journée à double titre. D'abord, parce qu'une longue amitié lie le maire de Sandiara, Dr Serigne Diop, à mon pays et à l'ambassade à Dakar. Et ensuite, parce que, dans le cadre de la construction du lycée technique et professionnel de Sandiara, quelques spécialistes suisses en formation professionnelle auront la très prochaine occasion d'apporter leur expertise dans ce domaine. Docteur Serigne Diop déroule ainsi son plan dénommé 1-10-10, c'est-à-dire une famille, 10 cadres dans 10 ans. C'est 12 projets novateurs pour 30 villages de la commune de Sandiara. Une sorte de rampe de lancement pour le plan d'émergence des collectivités locales, un programme de l'État du Sénégal dont l'annonce a été faite par le ministre de la Bonne Gouvernance locale. Monsieur Diop, 30 hectares pour une zone industrielle, 10 000 emplois, 4 lycées, 1500 jeunes qui vont être formés dans les meilleurs délais. Dans le court terme, vous dites une famille, 10 cadres dans 10 ans. C'est énorme ça, c'est un programme social, c'est énorme. Absolument. Je pensais que l'éducation était la base, devrait être la base du PSE. Je pensais que dans cette zone justement rurale, depuis 15 ans, j'ai voulu apporter ma pierre. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir cette éducation. J'ai été dans une série d'universités dans le monde. Et j'ai toujours pensé que j'ai eu la chance d'avoir fait des formations d'ingénieur agronome, d'avoir fait des formations d'ingénieur industriel, de marketing, doctorat d'État et tout ça. Mais je me suis rendu compte que on était quelques individus à avoir fait ce chemin.
Et j'ai dit que c'était important pour moi, depuis une dizaine d'années, d'investir dans l'éducation. Et j'ai commencé donc par ce lycée de Sandiara. Oui, qui quand même fait des émules, hein. C'est ce lycée-là qui fait face à la nationale numéro 1, qui fait la fierté de cette zone-là. Je rappelle, c'est une zone quand même qui a été laissée en rade depuis plusieurs générations. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé un peu comme ça à vouloir remodeler la carte sociale dans cette zone du Djegem? C'est quoi? C'est un sentiment d'orgueil ou... Pas tout à fait. J'ai été dans un certain nombre de pays, une soixantaine de pays dans le monde, de par mon voyage en tant que chercheur, en tant que directeur de Nestlé au niveau de l'Afrique. Et je me suis rendu compte que les pays qui sont développés ont d'abord investi dans l'éducation, que ce soit en Corée, qu'on a construit. À l'issue de cette visite, le président nous a fait l'amitié de nous offrir ce lycée professionnel parce qu'il pensait que la formation professionnelle, c'est la lutte, c'est la solution la plus efficace. Contre les inégalités. Contre les inégalités, contre le chômage. Un jeune qui n'est pas qualifié, qui vient me trouver, monsieur le directeur, j'ai besoin d'un emploi. Je ne peux pas l'embaucher parce qu'il ne sait pas faire quelque chose. Soit il a un savoir, mais il n'a pas de savoir-faire, soit il n'a pas de savoir du tout, donc ça nous pose des problèmes. Et nous avons voulu dire qu'il faudrait offrir une chance aux jeunes de ce pays de pouvoir avoir un accès démocratique, libre à l'éducation, enseignement général, aller à l'université, être médecin, docteur, etc. Ou bien avoir aussi une autre possibilité d'apprendre un métier. Et c'est le sens des 4 lycées, justement, qui sont sur ces 30 hectares. Et la première partie, qui est la plus importante, justement, la première section, c'est le lycée agricole. On est un pays agricole. Mais l'agriculture telle que pratiquée dans nos zones est dépassée. On ne peut plus faire de l'agriculture avec des dabas, des hilaires. Ici, il s'agit de goutte à goutte, il faut mécaniser, de mécanisation, de fertilisation, ainsi de suite. Il s'agit d'élevage moderne, en stabulation, il s'agit également d'aquaculture, ainsi de suite. L'autre volet qui est très important, c'est le tourisme. Sali, 100 hôtels entre Sali, Somone, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une école digne de ce nom. Donc le lycée va combler ce vide. On va former des jeunes, des maîtres d'hôtel, des chefs cuisiniers, etc. Troisième lycée, c'est le lycée BTP, le lycée des métiers. On construit de partout dans notre département, de Mbour, Dakar, un peu partout, mais on n'a pas d'école de maçon. On a été ensemble avec le ministre Tala en Suisse. On a vu des écoles de maçon, des écoles de plomberie. Donc c'est ça qu'on veut mettre au Sénégal. Et le dernier volet qui n'est pas le moins, c'est le lycée industriel. Et le lycée industriel, il est essentiel pour former des automaticiens, des électriciens, ainsi de suite, des frigoristes. Et finalement, si vous regardez ce lycée industriel, le lycée d'enseignement général, c'est des vases communicants. Parce qu'à partir de la 3e, le jeune qui sort de Ndiaganyao, qui sort de Tchadjaï, va pouvoir maintenant avoir l'option de venir à Sandiara et d'entrer au lycée professionnel de Sandiara et choisir un métier qui lui donne en 2 ans en CAP ou en 4 ans en BTS. Donc c'est dire que ces infrastructures-là s'adressent quoi à tout le département, c'est Ndiaganyao, Tchadjaï, Fissel, Sandiara, Mbour, toute cette zone. C'est 1500 places, je vous rappelle, c'est 1500 places, mais la seule différence avec les lycées du Sénégal, c'est que c'est une formation duale. Le ministre Tala l'a dit. Il s'agit pas de rester. On a vu la présence du ministre Tala et du ministre Alim Gounia, le ministre de l'Industrie, qui ont pris des engagements dans le moyen terme
pour développer des infrastructures. Absolument. Aly Ngouille Ndiaye a voulu assister à l'inauguration de l'usine, de la première usine de la zone industrielle, qui est justement en face de ce lycée. Le modèle qu'on est en train de faire à Sandiara, il est unique dans ce pays, je dirais même dans la sous-région, parce que nous avons pensé que l'éducation, la formation professionnelle, l'industrie doivent être des vases communicants. L'élève qui sort de cette école, après 1 mois, 6 mois de formation, il doit pouvoir aller dans les usines qui sont en face pour l'accueillir. S'il étudie la mécanique, il devrait pouvoir aller dans une usine où il doit pouvoir pratiquer la mécanique. Donc ce système de formation duale, entreprise-école, c'est ça que nous voulons implanter à Sandiara. Et c'est pour ça que le ministre suisse de la formation professionnelle était là, l'ambassadeur de Suisse était là également. Pour nous accompagner. Quand même qui vous ont répondu. Voilà. Vous avez quoi? Le soutien de l'État du Sénégal, mais en plus là, vous avez le soutien de ses partenaires. Vous avez cité tantôt la Banque de l'Habitat du Sénégal, la coopération américaine, la coopération suisse. Absolument. Alors ça, c'est dans la partie, la ville de demain. Vous savez, j'ai créé cette zone industrielle de 50 hectares et nous allons accueillir une trentaine d'usines. Au moment où je vous parle, une usine fonctionne déjà, elle va embaucher 400 jeunes, mais il y a 4 autres usines qui s'installent dans les 2 prochaines années. Et usine de panneaux solaires, il y a une usine également dans le domaine des tuyauteries, du bâtiment, une autre usine agroalimentaire et aussi une usine dans le domaine du gaz, de la fabrication de bouteilles de gaz, etc. Mais à terme, c'est 30 usines qu'on doit accueillir à Sandiara. Comme j'ai dit, c'est 50 hectares, hein, c'est la zone industrielle, c'est comme Diamniadio. Et nous voulons justement, avec le ministère de l'Industrie et l'agence d'aménagement des sites industriels, avoir un partenariat pour que ce site de Sandiara soit aussi un site de l'État où la destination de Sandiara va être vendue. Et là, j'ai eu des Américains qui étaient là. Vous posez les jalons et l'État continue? Absolument. En fait, on va travailler dans l'État. Parce qu'avec l'État, nous allons créer une société de gestion et d'aménagement de la zone industrielle, qui va être une société municipale, mais avec un partenariat public-privé, et qui aura comme objectif de vendre la destination, d'installer les entreprises, de gérer la zone industrielle, mais aussi de recueillir les redevances industrielles pour la commune, que nous allons utiliser pour investir également. On est ici devant un engagement citoyen rarement connu dans ce pays. C'est quoi pour vous le plan Sénégal émergent? C'est d'abord les Sénégalais. Pourquoi vous y êtes allé de cette façon? Parce que j'ai eu la chance d'aller au Brésil pour voir le président Lula, comment il a résolu cette question de la pauvreté. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, absolument. Le plan Sénégal émergent, c'est 3 axes, comme j'ai dit. C'est la restructuration de l'économie, c'est la réduction des inégalités et la bonne gouvernance. Ça ne se fera pas que par les capitaux étrangers. Il faut quand même que les nationaux s'investissent, des gens... Voilà. C'est ça que j'ai vu au Brésil. Au Brésil, l'industrie est très intégrée à l'agriculture. L'agriculture est absolument extraordinaire. Vous voyez, par exemple, le Brésil est la première puissance en matière de production de viande, par exemple. Et pourtant, c'est un pays qui a quelques 30 ans, 40 ans, était un pays très pauvre. Hein. Et donc, ce modèle, au niveau technologie et recherche, il est très intéressant pour nous. Mais également, il y a autre chose que les Sénégalais ne savent pas, c'est que le Brésil a aussi mis en place ce projet Fin Zéro de Lula. Un projet agricole qui a consisté comme notre... Il y a aussi la bourse sécurité familiale. Voilà, et là je vais en modèle brésilien aussi. Parce que c'est le modèle pour moi le plus innovateur. Si on regarde l'agriculture, le projet Fin Zéro, c'était un investissement massif dans le domaine de l'agriculture. Et ça a porté ses fruits. Et pour vous, ce même modèle répercuté au Sénégal peut donner des voilà, ça nous donne forcément des résultats parce que l'environnement est très semblable, les conditions sont très semblables et aussi la détermination du président Lula et du président Macky Sall, c'est très semblable. Parce qu'il faut le faire, pas sur 2 ans, hein, mais il faut avoir le courage de se dire on peut le faire sur 30 ans. Et ça me paraît très important. Mais ce que je voulais souligner, c'est les bourses familiales du président. Lula avait toujours dit que est-ce qu'on attend que le pays se développe pour répartir la richesse ou on commence déjà à répartir la richesse. Voilà. Et comme résultat, les résultats que Lula a obtenus sont extraordinaires. C'est-à-dire que quand il a commencé à donner ses bourses familiales aux populations les plus pauvres,
ces populations les plus pauvres, avec ces conditions de vaccination, école, etc., comme on le fait au Sénégal, ont commencé justement à avoir de l'argent pour consommer, pour acheter des vêtements, pour acheter de l'avion, et ça a boosté l'industrie. Se sentir citoyen et se sentir... Voilà, et en fait, ça a eu un effet positif sur la croissance du Brésil. Donc, parce que la croissance, hein, c'est l'investissement et la consommation. Donc, ça qui a permis au Brésil de tirer également son secteur secondaire, l'industrie, l'agriculture, justement par la consommation. D'accord, et vous êtes dans cette voie-là, vous êtes dans cette zone de Sandiara, vous cherchez aussi des appuis dans le Diagagnan ou dans Fissel, dans Tchadja. Vous ratissez large. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'adhésion complète de toutes ces populations du Djegem? Absolument. Hier, j'ai eu tous les maires. J'ai toujours pensé que notre rôle, c'était également d'associer les maires, les 16 maires de la clivage politique, voilà, parce que là, il s'agit de développement. Moi, comme je dis, je ne suis pas un maire politicien. Moi, je suis un homme d'action. Je suis dans le développement. Quand je faisais ce lycée de Sandiara, j'étais loin des activités politiques. Donc, mais pour moi, la politique, c'est d'abord la politique de développement. Et pour ça, il n'y a pas de parti. Il faut que tout le monde vienne mettre la main à la pâte pour que nous développons. Parce que le PSE, le président Macky Sall a mis en place ce projet et a fait un appel aux Sénégalais, a lancé un appel aux Sénégalais pour que chacun puisse s'y mettre. Il s'agit pour l'État de mettre en place des instituts, c'est 25 projets, 27 projets et 17 conditions. Ces conditions sont en train d'être mises en œuvre. Vous avez vu notre classement au Doing Business, le Sénégal avance. Ces projets, c'est de grands projets d'infrastructure avec des autoroutes, des ports hors sec, des trains justement électriques, c'est aussi des corridors céréaliers, c'est très clair. Et ça, le rôle de l'État. Maintenant, nous, en tant que commune, c'est au niveau macro, au niveau micro, il faut je pense que les 557 maires que nous sommes, chacun doit imaginer maintenant un programme d'émergence locale. C'est pour ça que nous avons imaginé notre PSE, qui est le plan Sénégal émergent. Le premier à l'avoir imaginé, quoi. Et parce que ça me paraît important pour accompagner justement la politique de. Et c'est pour ça, ce PSE, comme je le disais, Sandiara en tout cas, c'est autour de 12 points, dont l'éducation. Je vais construire 3 autres collèges, justement vers Diagagnan, à Safaïla. Ça, c'est mon village, ça. Soussan, voilà, et puis un autre aussi. Parce qu'il faut des écoles, il faut densifier le réseau. Mais il faut aussi moderniser la zone. Il faut une gendarmerie, 200 logements. Hier, vous avez inauguré la poste, c'est une première à Sandiara. La zone n'a jamais eu de poste. Absolument. Hier, on a fait 2 choses importantes. Je dirais, c'est l'électrification rurale. On n'a jamais eu de courant. Parce que pour moi, l'électricité, ce n'est pas seulement pour l'éclairage. Quand un village a du courant, ça change complètement la donne. Ça veut dire que j'aurai des tailleurs maintenant là-bas. J'aurai des soudeurs dans le village. On pourrait avoir maintenant des gens qui ont des frigos, qui vendent de la viande, qui le stockent, du poisson, ainsi de suite. Donc ça change un peu l'environnement. Pour vous, dans le moyen terme, l'avenir de cette zone, pour vous, Sandiara, votre village, toute cette zone-là, voilà, pour moi, qu'est-ce que les jeunes peuvent espérer? Voilà, pour moi, c'est la restructuration de l'économie. Pour moi, ces jeunes qui sont issus de familles souvent pauvres, mais qui ont une volonté de s'en sortir, il fallait les aider à trouver d'abord de l'emploi. Et restructurer l'économie, ça veut dire créer de nouvelles usines, s'assurer qu'il y ait un PIB important qui sorte de Sandiara maintenant. Parce qu'avec 30 usines, 10 000 emplois dans les années qui viennent, ça va complètement changer. Vous êtes d'accord avec moi? Les jeunes n'auront plus besoin d'aller ni en France ni à Dakar. Diagagnan, Fissel, tout le monde devrait venir travailler dans cette zone industrielle, parce que ce sera comme Diamniadio. Deuxième chose, ce que j'entends également par restructuration de l'économie, c'est doter les villages d'électricité, n'est-ce pas, et de structures modernes, d'écoles, ainsi de suite. Comme ça, ces villages, les gens n'ont plus besoin de... Mais l'autre volet, c'est le volet agricole. Nous avons prévu de mettre en œuvre un gros projet sur 10 000 hectares, mais qui seront dans les villages, bien sûr, avec des engrais, des systèmes de maraîchage, des domaines agricoles communs. Et c'est ça aussi qui va permettre aux paysans de travailler 12 mois sur 12. Et ça, c'est sur 10 ans, mais... Avant cela, il y a quand même un programme dans le court terme, quoi. Vous allez aller très vite pour dans la pose des premiers jalons. Voilà. Et tout ça. En fait, ces programmes-là, hier, c'était des programmes qui ont réellement démarré. C'était 8 projets. Le château d'eau de Sandiara, c'était également la poste, comme je vous l'ai dit, le stade de Sandiara. On n'a jamais eu de stade fermé de football. Ça n'existe pas. Vous êtes un carrefour. Voilà, c'est Diagagnan, Tchadja, vous voyez, c'est un carrefour. Il y a eu aussi les 200 logements et la gendarmerie, il y a eu cette usine, il y a eu le lycée technique, l'électrification rurale, et puis il y a 2 pistes de production. Une piste qui va vers Diagagnan, mais qui passe par Soukhem et pour aller donc vers Kouch, une autre de Louli Benteñé, qui va aller vers Mbourour et désenclaver justement ces villages. Et pour vous, le plan Sénégal émergent, c'est cela, loin du folklore, loin des effets médiatiques, il faut travailler à la base? Voilà, moi je pense que nous devons accompagner le président de la République. Le bilan du président
en 2017 sera le bilan de chaque commune, de chaque maire. Le bilan sera au début, en 2012, où est-ce qu'on était en termes de chômage, et en 2017, quelle est la situation réelle. Donc il nous faut vraiment des statistiques. C'est pour vous un rendez-vous voilà. Et le soir et un pari sur vous-même. Exactement. Moi, je pense, j'ai voulu accompagner le président en disant, réalisons déjà les rêves qui sont dans le plan Sénégal émergent. Et ces rêves, le chef de l'État, c'est sa vision, mais l'exécution de la vision, c'est de notre ressort. C'est du ressort du maire, mais c'est du ressort aussi du citoyen lambda, c'est du ressort des investisseurs, etc. Et j'ai voulu, si vous le permettez, aussi impliquer des amis étrangers. Parce qu'on ne peut pas non plus développer nos zones sans les investissements directs étrangers. Et hier, j'ai ouvert un bureau des investisseurs à New York, justement, depuis il y a 3 ou 4 mois, où des gens qui sont là pour vendre la destination Sénégal d'une manière générale, mais Sandiara, dans la zone industrielle de Sandiara, qui sont là pour orienter des investisseurs pour venir chez nous, mais également au niveau national, on a réservé un espace pour les nationaux, un espace aussi pour les jeunes de Sandiara. C'est-à-dire les gens qui sortiront du lycée professionnel de Sandiara, s'ils ont un projet de s'implanter dans la zone, ces jeunes avec un BTS, ils ont aussi un espace. Ils seront de futurs cadres pour le développement de ces zones-là. Voilà, il faut des PME. Les jeunes ont besoin aussi d'être encouragés dans la création d'entreprises, pas seulement dans l'emploi salarié. Et vous y êtes, hein, ils ont besoin de hommes comme vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et plein succès dans tous ces projets-là. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité. Merci beaucoup.